Merci Elsa. Puis j'aime bien qu'on m'applaudisse avant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer après. Donc voilà. Donc ça c'est très sympathique de votre part et c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, ce que je voudrais faire avec vous, c'est d'abord vous faire sentir des choses. D'abord, il y a un parcours. Si on est là, ce n'est pas par hasard aussi. Hein. Il y a Wellness Retreats, vous avez vu cette magnifique photo de Suisse, hein, qui va nous permettre justement de voir comment le facteur humain doit s'adapter dans des mondes qui sont un petit peu compliqués en ce moment. Alors si je rentre tout de suite dans le détail, moi je viens vous voir avec plusieurs casquettes. La première casquette, c'est que je suis médecin hospitalier. Alors c'est vrai que je viens de Paris, mais c'est encore plus précis de Paris. D'abord, j'habite pas Paris, parce que c'est une ville de fous, et donc je préfère vivre dans la nature, c'est quand même plus intéressant. Mais en attendant, moi je travaille, je suis médecin du sport et du sommeil à l'Hôtel-Dieu de Paris, qui est un hôpital qui a 1000 ans d'âge et de fonction, et je pense que c'est un point important, parce que vous parliez d'éthique. Eh bien, le serment d'Hippocrate, ça a plusieurs milliers d'années, et donc dans toutes ces notions d'accompagnement, je pense que c'est bien d'être dans des lieux qui ont du sens. Et je travaille donc dans ce centre du sommeil, et je précise bien de la vigilance, puisque l'objectif, c'est à quoi ça sert de dormir, mais ça sert aussi à être vigilant. C'est également un centre d'épidémiologie européen. Ça veut dire qu'on connecte toutes les données qui arrivent du monde occidental en général, et on s'aperçoit des grandes tendances qui arrivent. Et quand on parle en ce moment, et on va en parler de la Covid-19 et des conséquences que ça a pu avoir, eh bien derrière, notamment dans les troubles des maladies chroniques et du sommeil, on a cette problématique-là. Ma deuxième casquette, je suis un ancien de l'INSEAD. Donc l'INSEAD, pour ceux qui connaissent, c'est une business school qui est à Fontainebleau. Et ça m'a permis de comprendre aussi qu'il y avait des ponts peut-être entre des mondes qui sont cloisonnés, entre le monde de la médecine et le monde corporate. Ça m'a amené à monter des sociétés. Donc une société dont je vous parlerai brièvement, mais qui était à mon avis très importante, c'est V-Life, parce que c'était une société franco-anglaise. C'est la vie, that's life. C'est là d'ailleurs où j'ai fait travailler mon ami Arnaud, hein, qui travaille encore avec moi depuis après 20 ans. Et l'objectif était de démontrer, parce que l'Internet arrivait dans les années 2000, est-ce que si on s'occupe de la santé des gens, on fait gagner de l'argent à l'entreprise? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du retour sur investissement? Et quand on parle de ça, notamment en France, je ne sais pas en Suisse, mais en France, les gens nous disaient, mais attendez, il y a vie privée, vie professionnelle, les choses sont cloisonnées, les gens font ce qu'ils veulent. Sauf qu'avec l'Internet, la porosité, et quand vous avez un portable, eh bien, quand on vous appelle quand vous êtes au travail parce que votre gamine, elle a un petit problème de santé, et quand vous êtes chez vous tranquille, et puis qu'on vous appelle parce que la DSI vous dit le système informatique ne marche plus, eh bien, c'est du 24/24, et la technologie a modifié complètement les comportements. Donc, V-Life, c'était là ça. Sur la France, j'ai monté une société qui s'appelle Your Principe Center. Pourquoi? Parce que, ça c'est ma troisième casquette, c'est que je viens de l'armée, et dans l'armée, il y a eu une explosion des réflexions sur la prise de décision. Prise de décision quand je suis dans une situation particulière, parce que je suis dans un avion de chasse et qu'il y a des écrans partout, parce que je suis dans une navette spatiale et que je n'arrive pas à dormir parce qu'il fait jour et nuit toutes les heures et demie. Donc qu'est-ce qui se passe et comment dans des équipes multidisciplinaires on peut trouver des solutions pratiques, exploitables pour quelqu'un qui est dans un environnement un petit peu incertain et un petit peu complexe. Et donc Your Principe Center, c'était de décliner, et c'est pour ça que je suis là avec vous ce soir, des choses que j'ai fait dans des mondes un petit peu particuliers et pour en bénéficier aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne vous prends pas en traite, mais on fera des exercices pratiques pour bien vous montrer que c'est des choses qu'on peut faire dans la vie courante. Voilà, alors le hasard a fait que je suis passé de l'armée, où j'ai travaillé pendant 5 ans à l'Institut de médecine aérospatiale du service de santé des armées, dit l'IMASA d'une manière plus courte, à des transferts d'expérience entre le monde de l'armée, le monde des astronautes, vers les pilotes de F1. Un petit point clé, hein, donc ça c'est il y a quelques années, Alain Prost, j'ai eu la chance d'être dans son écurie et de le suivre à la fois dans ses écuries, mais aussi en tant que manager. La première chose qu'il me dit, c'est que moi, en tant que pilote, il ne me faut pas une douleur physique ou mentale qui m'empêche de me concentrer sur ma tâche professionnelle. Vous savez que c'était un metteur au point extraordinaire, et ce metteur au point disait, ben voilà, moi, comment, et c'est à toi de me trouver des solutions pour pas que j'ai mal au dos, que je sois fatigué, parce que quand je vais au Japon, ben, je suis crevé, et comment on fait pour justement mieux supporter le décalage horaire? Je dis parfait, on avait quelques notions, et puis on s'est aperçu que, et lui-même a dit, la problématique que j'ai, c'est que je ne suis pas tout seul, j'ai autour de moi une équipe, j'ai 21 personnes qui changent les pneus, qui mettent de l'essence
et qui prennent des risques. Et ce n'est pas simplement qu'une notion de performance, c'est aussi une notion de sécurité. Et donc, tu vas t'occuper de l'ensemble du team. Et très concrètement, ça veut dire qu'on s'est occupé de ces écuries. Donc, c'était à l'époque 300-400 personnes. Une écurie de F1, maintenant, c'est 1000 personnes. La voile, c'est un très très beau modèle dont je vous parlerai, parce que c'est un modèle de privation de sommeil. C'est la seule compétition où vous êtes en compétition, par exemple sur un Vendée Globe, pour ceux qui connaissent, jour et nuit, pendant 80 jours, que vous soyez homme ou femme. Il faut être intelligent pour faire la connexion entre mon bateau et les événements qui peuvent arriver, qui sont des événements météo et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé, et je vous parlerai de la Vendée Globe et du Route du Rhum. Voilà. Et à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de fédérations qui nous disent que la performance, elle est dans la récupération. Et je vais vous parler essentiellement de récupération avec différents niveaux. Et pourquoi je vous parle de récupération? Pour deux raisons. La première, c'est qu'une carrière professionnelle, vous êtes des dirigeants. Hein. Une carrière professionnelle, ça dure toute une vie, on va dire, hein, plus de 40 ans au minimum. C'est comme un marathon. Et il faut tenir la distance. La problématique, c'est que ce n'est pas un marathon linéaire, c'est qu'au milieu, il y a des sprints. Donc c'est un marathon fractionné. Alors comment on s'adapte dans ces deux situations? Être performant sur très très peu de temps, parce que parfois on a une décision à prendre en peu de temps, mais en même temps avoir une carrière qui ait du sens et sur laquelle on puisse s'adapter à un Covid, à une guerre, à des choses comme ça qui arrivent et qui n'étaient pas tout à fait prévues. Donc un petit film pour commencer d'un navigateur qui s'appelle Jean Le Cam. C'est un monsieur de 61 ans quand on le prend, et qui, ce monsieur, a du bon sens. Alors vous allez l'écouter parce qu'il fait son film lui-même. Alors des fois, la technique n'est pas toujours très bonne, mais voilà. Caméra 2, ça tourne à l'extérieur, s'il vous plaît. Après Jean Le Cam, grand reporter dans les mers du Sud, voici Jean Le Cam, réalisateur d'un petit film intitulé « Quand l'exceptionnel devient votre quotidien ». Et voilà, un petit surf à bord de Finistère-Merlan à plus de 26 nœuds. C'est vrai que l'horizon n'est pas horizontal parce que le bateau il est penché, donc bon, il faut tourner sa tête, je ne sais pas dans quel sens, enfin bon. Voilà pour les images extérieures. On va revenir à la caméra 1, les studios, caméra 1, allez. L'être humain, il a une capacité à s'adapter qui est assez incroyable. Moi, je suis tout le temps stupéfait par les capacités d'adaptation qu'a l'être humain aux situations qui durent un peu. Et on croit qu'on n'y arrive pas, mais on y arrive quand même. Ça image bien notre sujet du jour qui est l'exceptionnel devient notre quotidien. Tout ça n'empêche pas Jean Le Cam d'être 7e au classement et de se rapprocher de la longitude de l'Australie à grande vitesse. Voilà, donc déjà, vous voyez, c'est quelqu'un qui est marin-pêcheur à l'origine, qui va faire de la course, et avec le bon sens, il va finir d'ailleurs, je crois, 4e du dernier Vendée Globe. Hein. Donc c'est un type qui est performant, mais avec son expérience et avec, on va dire, son bon sens. Donc déjà, il dit une chose, à mon avis, très importante, c'est qu'on arrive à s'adapter à beaucoup de choses. C'est ce qui fait que depuis 200 000 ans, l'être humain est encore ici sur cette planète. Jusqu'à quand? Ça, on verra. Pour l'instant, il y a quelques petits signaux qui montrent qu'il va falloir faire attention. Mais le cerveau, et ça, c'est un point clé, c'est vraiment notre muscle principal. C'est celui qui nous permet de nous adapter en permanence et de repousser les limites. La problématique, c'est où est la limite? Parce que si on dépasse la limite, parfois, c'est dangereux. Et donc, une des réflexions médicales et éthiques, c'est justement de savoir où est la limite pour rester dans un univers où on reste maître et indépendant de ce qu'on peut faire. Et donc, dans le sport de haut niveau, c'est un point extrêmement important parce que parfois, on va au-delà des limites. Et puis, on sait que c'est au-delà des limites, on rentre dans les phénomènes de dopage, de manipulation, et ainsi de suite. Et ça, c'est dangereux parce que c'est dangereux pour la santé des gens. Et le point clé aussi que je voulais vous montrer, c'est comment aller aux limites, voir comment aller les tutoyer, voire les dépasser d'une manière naturelle. Et cette manière naturelle, je l'ai expérimentée à l'armée avec des pilotes de F1. Ce que je voudrais vous montrer, c'est un tour de circuit, parce que là, ça dure 1 minute. Comment je peux être performant dans des moments où je n'ai pas le droit à l'erreur. Et la personne qui parle, non seulement ce que vous allez voir est peut-être intéressant, mais c'est surtout comment le pilote l'exprime. Ce pilote, c'est Ayrton Senna à Monaco.
given day, a given circumstance, you think you have a limit, and you then go for this limit, and you touch this limit, and you think, okay, this is the limit. As soon as you touch this limit, something happens and you suddenly can go a little bit further. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high. Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on avait un double discours. On avait un discours Prost, je mesure, il y a des datas et je me fie aux datas. Et puis là, on est sur une dimension qui est une dimension qu'on appelle de l'auto-hypnose, nous. C'est-à-dire la caractéristique des états de conscience modifiés, qui sont un territoire extraordinaire et que les neurosciences commencent à découvrir, qui permettent d'aller ce qu'on appelle vers le flow. Le flow, c'est l'état de grâce, c'est je vais aller chercher des choses qui sont permises, mais dans l'instant, et qui nécessitent une concentration énorme. Et donc le cerveau a du potentiel. La problématique que l'on a, et ça en travaillant, non pas à l'Hôtel-Dieu, mais à la Pitié-Salpêtrière, qui est extrêmement connue sur ces problèmes neuroscientifiques, c'est la connaissance du cerveau. Et les neurosciences nous ont expliqué plein de choses. Mais ce que je voulais vous dire, il y a un mythe. Ce mythe, c'est de penser qu'on a du luxe de fonctionnement au niveau du cerveau. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Lionel Nakache, qui, lors d'une conférence où il réunissait énormément de chercheurs d'horizons différents au Collège de France, nous a dit, vous savez, il y a un mythe, on pense qu'on n'utilise que 10, 20, 30% de notre cerveau. En fait, non, c'est 100%. Par contre, ce qui nous permet d'avancer, de s'adapter, c'est que ce cerveau, en permanence, il est plastique, ça veut dire qu'il se modifie, et il est recyclable. Et toutes les données plastiques et recyclables qui nous permettent, jour après jour, de nous adapter, d'aller dans des états de conscience modifiés sur quelques instants, et surtout de faire ça pendant toute une vie, et c'est d'autant plus important quand on prend du vieillissement, là, on a déjà discuté avec une de mes consoeurs, c'est ça qui va nous permettre de nous adapter à un quotidien qui devient, avec les nouvelles technologies, des choses qu'on n'a jamais vues, mais on l'oublie, on l'oublie. Moi, j'ai vécu sans Internet. J'ai un certain nombre de gamins, les derniers, ils ne connaissent pas autre chose. Hein, ils sont nés dans les années 95, il y avait déjà l'Internet qui était là. Et donc, on n'est pas câblé pareil, visiblement. Les mutants sont là, hein, attention. Hein. Et ces nouvelles technologies, elles ont modifié aussi le comportement humain, et notamment la densification du travail. On travaille de plus en plus avec plein d'écrans et on fait de plus en plus de choses qui surchargent la tête et qui, paradoxalement, font que, physiquement, on fait de moins en moins de choses. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé dans le domaine de la Formule 1, dans les années 90, où les voitures étaient physiquement difficiles, et je vous montrerai des images, mais la tâche mentale était « je vais plus vite possible », à ce qu'on a maintenant en 2022, avec des écrans partout, des datas partout, et une manipulation du volant qui se rapproche de celle des pilotes de chasse. La tâche mentale a explosé. Et si sa tâche mentale a explosé, ça a des conséquences. C'est que derrière, eh bien, il va falloir régler tout ce qu'on a appris dans la journée, la nuit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de troubles du sommeil en ce moment. Donc, augmentation exponentielle de la charge mentale. Et ce que nous, à la fois scientifiques, médecins, et puis avec Wellness Retreats maintenant, on pense qu'il est intéressant, c'est qu'il y a des territoires d'optimisation, il y a des territoires qui vont nous permettre de gérer cette énergie au sens large, que ça soit physique, que ça soit mental ou émotionnel, et avec des piliers qui nous permettent de nous adapter. Le dernier gars que je suis là, il faut le voir, hein, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Vous avez vu ce bateau, hein, c'est le Gitana 17, Edmond de Rothschild. C'est un bateau maintenant qui arrive à 49. Le type, il est tout seul. Le bateau, il fait 30 mètres. Il fait de large, 23 mètres de long, 35 mètres. Le bonhomme, il est là. Vous voyez, tout petit, là. Et comment on arrive à faire ces choses-là? Donc, c'est fantastique. En même temps, on arrive aux limites. Donc, alors, comment on va faire? Donc ça, je vais vous présenter avant les pistes, sachant que là, vu le temps dont je dispose, je ne vais pas vous transformer totalement, mais simplement ouvrir des pistes de solutions pour que vous puissiez dire « Ah, finalement, je peux progresser et peut-être je peux faire progresser les gens qui sont autour de moi. » Changement technologique. Alors moi, je m'amusais en Grand Prix à prendre les photos. Je suis resté 20 ans en Formule 1, donc j'ai eu un peu de temps. Vous regardez, Nigel Mansell, champion du monde 92. Un volant, 2 boutons. Un bouton pour parler, un bouton pour boire. 8 ans après, Schumacher. Ah, c'est plus pareil. Il y a 13
fonctions différentes, et c'est là où le gars est particulièrement fort, c'est qu'il arrive, pendant qu'il est en piste, en temps réel, à modifier les réglages de sa voiture pour aller gagner 1 dixième là, 2 dixièmes là, 3 dixièmes là. À tel point que cette capacité, il ne la transmettait pas à son coéquipier. Évidemment, c'est un avantage compétitif de savoir utiliser ses boutons en situation. Mais ça ne s'est jamais arrêté. Voilà. 2008, Hamilton, champion du monde, 17 fonctions différentes. L'année d'avant, il se trompe de bouton. Il appuie sur le dernier Grand Prix où il est en tête du championnat du monde. Il appuie, au lieu d'appuyer sur Power Boost à Sao Paulo pour avoir une puissance de moteur, il appuie limitation de vitesse dans les stands. 80 à l'heure. Pas de chance, les deux boutons sont l'un à côté de l'autre. Ergonomiquement, les ingénieurs avaient pensé que plus il y a de boutons, plus il y a de perfs. Oui, mais il y a un bonhomme au milieu qui est un peu secoué parce qu'il fait chaud, parce qu'il a un championnat du monde à gagner, il se trompe. Eh bien, il se fait doubler par 3 voitures et il finit 7e du Grand Prix, il perd le championnat du monde sur 1 point. Hein, un détail n'est pas un détail. Mais ça n'arrête jamais. C'est-à-dire que là, on est sur le volant de Rosberg maintenant, champion du monde en 2016. C'est un volant germano-monégasque. Parce qu'il est allemand, et pourquoi il habite Monaco. Et je dis ici pourquoi, parce que les couleurs sont importantes. Parce que quand vous êtes un pilote anglais, les couleurs n'ont pas la même signification. Et comme on est au millième de seconde, quand vous avez une tâche à remplir sur tel bouton, c'est quel bouton je vais avoir à utiliser en fonction de ma culture. Donc on va aller jusque-là. Ce qui n'est pas toujours le cas de chez Ferrari, où en pensant faire joli, parce que souvent il y a des Italiens parmi vous, je ne sais pas trop de bêtises, un petit peu Enza, artistes. Et donc les volants Ferrari sont très jolis. Il y a pas mal de couleurs. Hein, c'est des très beaux volants. Le problème, c'est que de temps en temps, il y a quelques petites fautes qui se... Enfin, si vous suivez la F1 en ce moment, ils ont quelques petits problèmes d'organisation, ils oublient des roues, enfin, c'est un peu compliqué. Hein. Mais en attendant, regardez ce qu'on a à gérer. On a plus de 25 positions qui se font pendant 3 jours d'un Grand Prix. Donc la tâche mentale dans une activité comme ça, c'est pareil. Mais votre portable à vous, c'est 256 gigaoctets maintenant, minimum. Vous savez avec combien ils sont partis, les astronautes, là, en 69 ? Ils sont partis avec 8 gigaoctets, qui étaient en plus à Houston dans des énormes ordinateurs. Donc voilà, vous avez les gens de la NASA dans votre smartphone. Hein. Bon, je ne sais pas si vous les utilisez bien, mais en attendant, c'est une réalité qui surcharge le côté mental. Ça veut dire que maintenant, on va être dans une activité mentale qui doit être de plus en plus séquentielle pour pouvoir récupérer au jour le jour, minute par minute. C'est pour ça que je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Je vous ai dit, hein, pratique. Hein. La pratique, c'est quoi? C'est que quand je vous fais changer de position, dans le monde corporate, on a l'habitude d'être assis, beaucoup trop, devant les écrans ou dans des réunions. Quand je vous fais changer de position, c'est une reprise de vigilance. Là, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je vous parle. J'ai quand même pas mal de trucs à vous dire derrière, donc il vaut mieux que je ne vous endorme pas tout de suite, même si ça viendra après. Mais en attendant, ok, vous êtes debout. Et maintenant, on va oxygéner un peu le cerveau. Donc, tout bêtement, je vais vous demander de faire une grande respiration. Excusez-moi, à chaque fois je me marre, parce que merci déjà de le faire. Mais quand on demande une grande respiration aux gens, les gens, en moyenne, hein, pas tout le temps, nous disent bah, je vais montrer que je fais une grande respiration. Donc je vois les poitrines qui se gonflent, etc. Donc je vous ai demandé une grande respiration pour vous. Et l'objectif de cette grande respiration, c'est quoi? C'est de faire descendre la fréquence cardiaque, c'est d'oxygéner le cerveau pour être plus calme par rapport à ce qui peut vous arriver. Les gens le savent bien, ceux qui font déjà ces pratiques-là, c'est une respiration qui vient du ventre. C'est une respiration en plus qui est tactiquement intéressante parce qu'elle ne se voit pas. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une respiration profonde, grande respiration, mais qui vient du ventre. Et quand les gens sont fatigués, écoutez ce que les gens disent, et ce qu'on se dit. Je suis fatigué, j'ai besoin de souffler. Or, quand je vous ai demandé une grande respiration, vous avez inspiré, vous avez mis encore plus de pression. Concrètement, quand je vais souffler, je vais rentrer mon ventre. Quand j'inspire, le ventre se gonfle naturellement. C'est la respiration du sommeil. C'est la respiration du bébé à qui on n'a pas impliqué ou appris plein de trucs. On y va? Allez. Mets une main sur le ventre, je souffle, je rentre mon ventre. J'inspire, je relâche. Voilà. Je vous montre avec la main. Ça se fait partout, n'importe où. C'est la première chose que j'ai appris à l'armée quand on était dans les techniques d'optimisation des potentiels. Comment tu respires? En situation où là, ça commence à chahuter un peu partout,
je me pose, je respire, et après je vois la situation telle qu'elle est, et non pas telle que je la ressens. Donc, s'il y a un truc que vous pouvez éventuellement, après qu'on se soit vu, retenir, c'est ça. Un moment où ça commence à chahuter, un moment où vous commencez à avoir des émotions positives ou pas, pensez à respirer. Alors, les sportifs, ils le savent, parce que la respiration, elle est liée à l'activité en elle-même. Hein. Mais en attendant, dans la vie courante, on ne respire pas de la même manière le jour et la nuit. Et si vous respirez le jour en contrôlant ces choses-là par rapport à ce qui vous arrive, c'est un point clé. Vous pouvez vous rasseoir? Ça va durer qu'un temps. Après, voilà. La problématique, elle n'est pas qu'individuelle, elle est également collective. Les premières études collectives ont été faites par des Américains sur les troubles du sommeil qui sont arrivés avant et après le 11 septembre 2001. Et là, on a vu les troubles du sommeil exploser. Dans la population américaine, qui n'étaient pas les gens de New York qui ont vu ce qui s'est passé, qui était extrêmement traumatisant. Pourquoi ils l'ont vu? On va voir, mais en attendant, regardez, les troubles du sommeil avec des gens qui avaient des difficultés à s'endormir, 44%, des gens qui avaient des réveils fréquents, 50%, 49%, des gens qui se levaient fatigués, 50%. On a doublé de 15 à 20%. En France, on a eu les attaques du Bataclan. En novembre 2015, la consommation d'anxiolytiques référencée par la Sécurité sociale a augmenté de 20%. Et une des raisons, c'est qu'on est dans l'avènement des chaînes d'information en continu. C'est-à-dire que les tours, quand elles sont tombées, on les a vues à répétition. C'est comme si on vous infusait des images négatives à répétition. Ça s'appelle le syndrome BFM, pour ceux qui connaissent. Hein, c'est toujours redondant. Hein, et ces choses-là impactent le côté collectif, sans qu'on s'en rende compte. Donc, faites attention aussi à l'information telle qu'elle est donnée, parce que ça peut vous impacter en fatiguant inutilement et en n'étant pas en recherche d'économie d'énergie. Voilà. Et puis un petit mot justement de Lionel Nakache, parce que, ok, il nous dit le cerveau, c'est vrai, hein, c'est 2% du poids corporel, mais c'est 25% de l'énergie du corps, notamment la nuit. C'est en deuxième partie de nuit que vous allez consommer le plus de glucose et d'oxygène. C'est quand vous rêvez, dans le sommeil, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, on va en parler tout à l'heure. C'est une boule de graisse en plus. Donc attention à bien nourrir cette boule de graisse, par des graisses, hein, et non pas par des choses qui ne sont pas toujours très bonnes. Et quand on lui a demandé, mais ça veut dire quoi la plasticité cérébrale? Vous pouvez nous donner un exemple de plasticité cérébrale? Elle nous a dit, ouais, c'est très simple. Hein. Alors voilà un schéma où on va, peut-être chez certains d'entre vous, travailler la plasticité cérébrale. Dans cette image où il n'y a que des taches, il y a un chien. Certains le voient, d'autres ne le voient pas. Donc je vous laisse regarder. Bon, pas évident, parce que c'est peut-être parmi vous la première fois que vous voyez cette image. Arnaud, ça fait plusieurs fois qu'il me voit, il le voit tout de suite le chien. Alors pour vous aider, augmenter votre plasticité cérébrale, on a changé les contrastes. Et le chien en question, évidemment, comme il y a des taches, c'est un dalmatien. Et là, ici, c'est son arrière-train. Ici, c'est son oreille. Ici, il est en train de sentir le sol. Ici, c'est ses pattes avant. Et voilà son corps. Est-ce que vous commencez à le voir? Ouais? Ça va? Certains? Peut-être d'autres. Moi, je vois un cheval. Tout. Après, on rentre dans la psychanalyse, mais c'est autre chose. Si je remets la diapo, vous le voyez, le chien. C'est ça, c'est au millième de seconde. Maintenant que vous avez enregistré cette image, quand on vous la représentera, vous saurez qu'il y a un dalmatien qui est là. Ça va très très vite, la plasticité cérébrale. Donc c'est un exemple de plasticité cérébrale. Et ce qui s'est passé aussi expérimentalement et d'une manière absolument incroyable, c'est justement ces notions de Covid où les troubles du sommeil, entre autres, ont explosé. Mais il n'y a pas que les troubles du sommeil qui ont explosé. Les gens ont grossi parce qu'ils faisaient moins d'activité physique, ils étaient devant les écrans. Plus une sensibilité aux événements extraordinaire. Je ne sais pas à Genève, mais moi je peux vous dire qu'à Paris en ce moment, les gens sont nerveux, hein, et les jeunes. Hein, et on a des gens très agressifs, très impatients. Qu'est-ce qui se passe, hein? Il y a des notions anxio-dépressives qui sont importantes. Et donc il y a un professeur qui travaille sur les techniques cognitivo-comportementales, qui est très connu dans le monde médical, qui s'appelle le professeur Charles Morin, qui est basé à Montréal, et qui a sorti toute une liste de comportements à avoir post-Covid, pour justement mieux supporter tout ce qui s'est passé. Alors,
si ça vous intéresse, il y a toute une liste, mais c'est trop long à lire. Par contre, le premier mot, enfin la première phrase, c'est prendre soin de soi. Et après, il y a des comportements, mais prendre soin de soi. Voilà. Alors, concrètement maintenant, je vais vous exposer 3 pistes, 3 territoires, et qui représentent 4 piliers. La première chose, c'est ne jamais oublier ce qu'on appelle l'énergie physique, l'énergie métabolique. Moi, je suis d'origine endocrino, hein, donc les hormones, on avait travaillé là-dessus sur l'armée. C'est comment maintenir votre cerveau plastique et recyclable par ce que vous amenez comme oxygène ou comme substrat à votre cerveau pour qu'il puisse bien fonctionner. Alors, il y a plein de choses à dire. Hein, l'objectif, c'est simplement de vous éclairer sur une ou 2 pistes qui vont vous permettre de mieux comprendre cette histoire-là. Hein, et pourquoi? Regardez, un pilote de chasse, hein, comment il respire, comment il se comporte en situation. Alors là, l'environnement, il bouge en permanence. C'est pour ça que la respiration, c'est important. Il respire d'une certaine manière pour s'adapter à la machine, au jet. Allez, bon temps. Voilà. Et là, il va tirer sur le manche, il va prendre 6-7G. Alors, vous pouvez me dire, vous êtes gentil. Vous êtes gentil de me présenter un pilote de chasse. Nous, on n'est pas des pilotes de chasse. Hein. Ça, c'est clair. Je vous aurais reconnu. Mais c'est la patrouille de France. Ça veut dire qu'il n'est pas tout seul. Il faut qu'il agisse en synergie avec les autres pilotes. Et ce que vous pouvez quand même regarder, c'est qu'au niveau du coup, il doit prendre l'information partout où elle est parce qu'il y a du risque, il y a du danger. Et plus j'ai une vision claire de la situation autour de moi, meilleur c'est. Quelle est la cause principale de l'absentéisme dans le monde du travail en Occident en ce moment? C'est les problèmes de dos. Les problèmes de dos, il y a 50, 60 ans, c'était en bas parce qu'on portait des charges. Maintenant, tous les problèmes montent. On a une explosion des névralgies cérvico-bacales, ce qu'on appelle les capsulites, avec des gens qui ont des problèmes d'épaule. Ça, c'est hyper douloureux, ça vous empêche de dormir, vous êtes de mauvaise humeur. C'est 6 mois de traitement et c'est un vrai problème. On a une explosion de tout ce qui est tendinite au niveau des coudes, au niveau des poignets, au niveau des épaules, et ainsi de suite. Et donc, c'est la principale cause des douleurs qui fait que soit vous arrêtez parce que vous ne pouvez plus taper sur les écrans, soit derrière, ça perturbe votre mode de vie et ça nécessite parfois des opérations. Donc, d'un point de vue concret, si vous prenez soin de votre dos et surtout de votre sphère, hein, des membres supérieurs, c'est une très bonne chose. Vous pouvez vous lever, on va faire un petit exercice quand même. Je vous en propose 2. Donc là, on est d'accord qu'on est dans l'exercice physique. L'exercice physique comme étant une augmentation de la plasticité cérébrale et les preuves scientifiques maintenant sont bien déterminées. Je vais vous montrer l'exercice sur moi. Après, vous le ferez. Si ça marche sur vous, ça sera toujours ça de gagner. Je vais me mettre dans la même posture. Vous allez mettre un peu en quinconce. Je n'ai pas le droit aux accidents là. On n'est pas à l'armée. Donc, quand je suis ici, je vais tourner. Vous me regardez d'abord. Hein. Je vais tourner ma tête à gauche et je vais prendre un repère visuel avec mon œil qui me permet de voir ce qu'il y a. Mes épaules ne bougent pas. Donc je suis là, je tourne ma tête à gauche, je vois une sorte de rideau, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, je reviens dans la position standard, sans bouger la tête. Je vais faire bouger les yeux. Ça, c'est un moyen mnémotechnique, c'est en allant chercher le plus loin possible, uniquement mes yeux qui bougent. 3, je le fais 5 fois. 4, 5. OK? Je reviens dans la position dans laquelle j'étais, je tourne la tête, et je vois l'écran. J'ai gagné à peu près 10 à 15 degrés. C'est un réflexe. Ça s'appelle le réflexe oculocéphalogire. Ça, c'est pour dire que je suis médecin, je mets un nom un peu compliqué là-dessus. Mais l'important, c'est ce que vous ressentez.
Alors on va le faire. Vous allez le faire tous du même côté, s'il vous plaît, vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez tourner la tête à droite. Tournez la tête à droite, voilà. Prenez un repère visuel, sans forcer, hein. Vous revenez devant, hop, doigt, et hop, par là. Allez, le plus loin possible, sans tourner la tête. La tête, elle a un peu tendance à tourner avec. OK? Que les yeux. Voilà, on pouvait le faire d'ailleurs sans le doigt. Hein. 3, 4, et une 5e fois. OK? Vous revenez dans la même posture. Vous tournez la tête. Est-ce que vous allez plus loin? Vous me dites oui, hein, parce que sinon je pars tout de suite. Hein. C'est impressionnant. Hein? Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'abord, on va le faire de l'autre côté, parce que sinon vous allez tous ressortir. Et vous allez peut-être vous apercevoir que la latéralité n'est pas la même. Hein? On est tous latéralisés d'une certaine manière. Donc, je vous propose, OK, ben là, vous allez le faire à gauche, moi je vais le faire à droite. OK, je prends un repère visuel, je reviens, et c'est parti, avec ou sans le doigt. Les yeux vont le plus loin possible. 1, 2, 3, 4, 5. OK, hop, je tourne et je vais plus loin. Vu? Réflexe oculocéphalogique. C'est totalement lié, ça c'est un point clé. Nos gènes, ils n'ont pas bougé depuis 200 000 ans. Et on n'est pas, l'espèce humaine, l'homo sapiens, ce n'est pas les plus grandes dents et celui qui court le plus vite. C'est celui qui est a priori le plus intelligent. Et donc, il valait mieux aller chercher. Au culot, c'est un rapport avec le culot ou c'est les yeux? Oui, bien sûr. Pas au culot, autre chose. Mais ça pourrait être, c'est une bonne réflexion. Exactement. Donc le O-C-U-L-O, voilà. En attendant, l'espèce humaine, il valait mieux vite savoir ce qu'il y avait derrière quand ça faisait un drôle de bruit. Et donc il fallait chercher l'information, le danger venait de derrière. Le danger qui vient souvent, ou les émotions qui viennent souvent, c'est souvent sur votre écran ou sur votre portable. Ça veut dire que le regard, il est toujours fixé sur un écran et on en perd la mobilité. Et si vous perdez la mobilité, au bout d'un certain temps, ça bloque. Donc d'un point de vue très pratique, ça c'est un point clé de l'arrivée. Et vous le faites sans vous en rendre compte. Je suis sûr qu'en fin de journée, les gens ils sont là, ils bougent les épaules et ainsi de suite. Ce n'est pas un hasard. Faites-le, organisez-le et vous allez voir que les douleurs qui peuvent arriver pour parfois des petites choses, ben, vous aurez moins. Et le point clé que je voulais vous montrer, parce que ça marche surtout, c'est mettez si vous avez un bras, n'importe lequel, devant vous. Avec l'autre main, je vais pousser. Qu'est-ce que j'étire quand je fais ça? J'étire le haut, on est d'accord, hein? Les muscles extenseurs du bras, ici. Je le laisse, je les laisse. S'étirer, tranquille, doucement. Maintenant, je vais faire de l'autre côté. Voilà, donc là j'étire en bas, on est d'accord? On les laisse s'étirer. Et maintenant, je vais fermer les yeux, je vais me concentrer sur la différence entre le bras que j'ai étiré et celui que je n'ai pas étiré. Sensation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont les mêmes? Non. Qu'est-ce qu'ils ont comme différence? Ouais, il y en a un qui est plus long. J'espère pas, hein, parce que, mais la sensation est qu'il est plus long, il est plus léger, et il y a une troisième sensation qui est plus fine aussi, c'est la température. C'est pas tout à fait la même température. Alors, c'est plus fin, mais la longueur et la lourdeur, ça, c'est la base de toutes les techniques de relaxation qui est basée sur la contraction musculaire. Vous pouvez le faire avec les jambes, vous pouvez le faire avec les mâchoires, vous pouvez le faire avec les avant-bras, c'est tellement facile à faire. Évidemment, on va le faire de l'autre côté, hein, pour équilibrer, toujours équilibrer. Voilà. C'est des bases, des techniques dites de sophrologie, pour ceux qui connaissent. Hein. Et c'est un point, encore une fois, tellement facile à faire. L'objectif, voilà, on réaligne. Voilà, vous pouvez vous rasseoir. Hop là. Oh là, c'est quoi ça? Il s'est passé un truc là. Ouais. L'objectif, c'est de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire au quotidien qui me permette justement de me réaligner en permanence? Et donc les activités physiques et sportives, encore une fois, je ne vous donne qu'une sensibilisation, c'est un cercle vertueux qui va jouer sur le sommeil, en augmentant la durée du sommeil et sa qualité, qui va jouer sur la forme par activité, sur la vigilance diurne également, et sur le renforcement des rythmes biologiques. Maintenant, quel type d'activité physique faire? C'est pour ça que je vous ai dit, il faut pratiquer une activité physique régulière qui a du sens.
Et dans le mot sens, c'est sensoriel, pour augmenter la plasticité cérébrale. Donc il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Je ne vous demande pas qu'est-ce que ça veut dire, parce que si ça devient une contrainte supplémentaire, on a déjà pas mal de contraintes dans la vie au quotidien pour s'en rajouter d'autres. Donc il faut qu'il y ait une notion de plaisir, et on peut faire du plaisir en faisant du marathon, pourquoi pas, mais ça prend du temps, en faisant des exercices de type pilates, ça a beaucoup de succès en ce moment. Et pourquoi? Parce que justement, on est sur les étirements, sur les sensations. L'objectif, c'est quelque chose qui vous plaise, et qui vous plaise avec, j'ai mis un tennisman évidemment que vous devez connaître, c'est choisir des activités physiques qui demandent coordination et rythme. Le golf est intéressant pour ça. Après, ça prend du temps, hein, mais on marche et ça joue à tous les âges. Peut-être que, enfin moi je me suis mis à jouer au golf, c'est intéressant parce qu'on est dans la nature. D'un point de vue très très important, la nature a un rôle clé parce que des activités sensorielles qui amènent un parfum, qui amènent des odeurs, qui amènent des couleurs, qui stimulent vos sens, sont des activités qui augmentent la plasticité cérébrale. Et ce n'est pas toujours avec des machines ou à faire des squats ou des choses comme ça avec des machines guidées. Il y en a que ça plaît, mais voilà. C'est pratiqué dans un environnement agréable et convivial et des activités cycliques non compétitives. Voilà. Après, on pourra développer, mais ça fait partie justement de ce développement. La deuxième chose que je voulais vous dire, encore une fois très très concret, alors là, il y a énormément de choses à dire, c'est nourrissez bien votre cerveau. Pour deux raisons. La première, a pleasure day keeps the stress away. On dort tous les jours, on mange tous les jours. Ça, c'est un acte managérial. Vous êtes des dirigeants d'entreprise. Je travaillais en Angleterre pour une écurie qui s'appelle Jordan. Jordan, c'est une écurie irlandaise. Ayant une partie, enfin ma grand-mère étant irlandaise, je pouvais avoir accès à ce team assez facilement. Et le team manager m'a dit, il faut que tu me trouves un cuistot. Parce que on est irlandais, on n'est pas anglais. Et donc les Anglais, ils font ce qu'ils veulent avec le sandwich là. Mais nous, il faut qu'on se fasse plaisir en mangeant. C'est la fête. We are a rock and roll team. Ok. Trouve-moi un gars, pas cher en plus. Là, ça se complique. Hein, mais on a trouvé un cuistot italien. Parce que le cuistot italien, c'était les pastas, les couleurs, tous les assaisonnements et le plaisir de le faire et de le donner et de le proposer aux gens. Ça augmente l'humeur de jour après jour. Ça augmente la capacité aux gens de se faire plaisir ensemble, à la fois au niveau nutritionnel, je ne détaillerai pas parce que les pâtes, c'est intéressant, les couleurs dans les plats colorés, c'est intéressant, il y a plein de ce qu'on appelle des polyphénols, des antioxydants là-dedans, mais c'est surtout le fait d'avoir un rituel où on se fait plaisir jour après jour. C'est un des messages que je voulais faire passer sur la nutrition, qui n'est pas dans le régime. Il y a plein de choses, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, je veux dire, faites-vous plaisir, du plaisir qui soit positif. Et ça, c'est un peu plus scientifique, c'est le fait qu'on s'est aperçu que si un pilote de chasse par exemple, si vous nourrissez son avion en lui donnant du fuel pendant une mission qui dure 10 heures, si vous ne nourrissez pas le pilote, il va commencer à être fatigué et à faire n'importe quoi, et à se faire des sandwichs sans le dire. Et quand le sandwich il tombe sur le palonnier, bah, vous avez un avion qui a failli tomber. C'est arrivé, hein, en situation opérationnelle. Et là, on s'est dit, mais oui, si on ravitaille l'avion, il faut aussi ravitailler le bonhomme qui le conduit, qui le pilote. Et donc ça, très résumé, c'est ce qu'on utilise dans la voile, mais c'est tellement facile à utiliser dans la vie courante, ce qu'on appelle la chrononutrition. Si je prends des sucres rapides de manière isolée, un truc qui fait plaisir, parce que le sucre rapide, ça fait plaisir. Pour la santé, on peut discuter, c'est pas toujours très bon, mais vraiment le truc plaisir. Ça augmente un petit acide aminé très rapidement pour une cascade biochimique, hein, que je ne vous détaillerai pas, mais ça augmente un acide aminé qu'on appelle le tryptophane, qui va passer en une demi-heure la barrière du cerveau, va se transformer en 5-hydroxytryptophane. Le 5-hydroxytryptophane, c'est la sérotonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc le rituel qui consiste à prendre un sucre rapide d'une manière isolée, qui a du sens. Les navigateurs, c'est la confiture de ma maman, c'est la confiture de mon épouse. Parce que c'est un moment qui me rappelle la terre, alors que je suis au large du Cap Horn et que je me demande ce que je fais là. Oui, mais la confiture, ça me permet de m'endormir plus facilement avec plaisir. Voilà. Donc ces rituels nutritionnels sont importants. Il y a des gens qui vont me dire, il y a l'alcool. Oui, c'est vrai que on s'endort facile. Hein, mais c'est un plaisir aussi, sauf que, manque de peau, l'alcool a une problématique sur le foie qui fait que ça va créer des éveils nocturnes beaucoup plus facilement. C'est un faux ami. Autre exemple très simple, les protéines. Les protéines, quelle que soit leur source, ça augmente un petit acide aminé qu'on appelle la tyrosine.
La tyrosine, c'est le précurseur des hormones de la vigilance, des neurotransmetteurs de la vigilance. Donc, dopamine, norépinéphrine, c'est la noradrénaline. C'est les hormones, encore une fois, les neurotransmetteurs de la vigilance. Donc, c'est là où on touche ces notions, encore une fois, je vous donne qu'un exemple très très concret, hein, de chrononutrition. Comment je répartis mon alimentation le matin, le midi, le soir. Après, il y a des histoires de jeûne, etc. On ne rentrera pas dans l'histoire de ce détail des horloges biologiques. En attendant, c'est vraiment des choses très très simples que vous pouvez faire au jour le jour et avec des bons experts, avec des gens qui ont des choses qui sont validées et qui vous permettent de lier le plaisir et la santé. La nutrition est une très bonne porte d'entrée pour justement à la fois être dans le côté prévention, mais aussi dans l'optimisation de la fonction cérébrale. Voilà, donc c'est quelques petites choses. Choisir les aliments qui favorisent la vigilance. Les sucres lents, bah, c'est intéressant, c'est les carburants de la cellule cérébrale. Consommer 5 grammes de glucose en sommeil paradoxal, le sommeil du rêve. Et puis les fameuses oméga 3 dont on parle beaucoup. Et là aussi, on pourra détailler, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais quelles sont les meilleures sources d'oméga 3 en fonction de l'industrialisation aussi de tout ce qui nous entoure. Le deuxième point que je voulais soulever avec vous, encore une fois, vous ouvrir on va dire les écouter, si je parle comme un marin, c'est préserver vos rythmes et votre horloge biologique. Ça, c'est Claudie Ignoré qui nous avait dit, moi je ne peux pas dormir parce que quand je suis dans la navette spatiale, il fait jour et nuit toutes les heures et demie. Or, les problèmes de sommeil, ils ont une polarité, c'est-à-dire que plus on monte vers le nord de l'Europe, plus on a de problèmes de sommeil. Quand je dis l'Europe, c'est les Canadiens aussi. Hein, et plus on se rapproche des pôles. Alors que quand on est autour de l'équateur, bah, finalement, il y a moins de problèmes de sommeil identifiés. Et on est sûr maintenant que la lumière a un rôle colossal là-dessus. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les îles, aux alentours de l'équateur, bah, il fait jour à 6 h du matin, il fait nuit à 18 h. Et ça ne bouge pas trop dans l'année. Alors que quand vous êtes en Suède ou dans les pays scandinaves, c'est un problème. Quand vous êtes, même ici en Suisse ou en Europe, on va dire la Hollande, l'Angleterre ou le nord de la France, eh bien, au mois de novembre, octobre-novembre, ça pose un problème. Les jours raccourcissent, on fait un changement horaire, on en prend un petit coup. En plus, c'est Toussaint, la fête des morts, donc ça aide pas non plus. Hein. Et toutes ces notions-là vont se conjuguer pour dire la lumière a un rôle clé, thérapeutique, hein, pour le fonctionnement cérébral. Et si vous ne faites pas ça, ben vous êtes tombé sur des choses qui sont un peu moins sympas. Grand Prix de Singapour la nuit. Ferrari champion du monde. Voilà ce qui se passe. Felipe Massa en tête du Grand Prix à ce moment-là. Ça, c'est de l'essence que vous voyez là. Donc ça, c'est un presque accident. Si ça prend feu, alors là, il y a des morts, hein, c'est clair. Hein, la voiture, elle explose et puis vous voyez le monde qu'il y a autour. Et ça vient d'une problématique et l'imprévu. C'est-à-dire quand il y avait ces changements où on mettait de l'essence, la voiture arrive, la F1 arrive, il y a 21 personnes autour qui changent les pneus, etc. Mais là, il y a une deuxième voiture qui arrive. Et donc, sous la pression du temps, qu'est-ce que font les mécanos? Ils lâchent le pilote trop vite, mais l'essence est encore en position. Et là, on peut aboutir vraiment à quelque chose, ce n'est pas de la performance, là, c'est de la sécurité. Ça veut dire que quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en décalage horaire, pour ceux qui voyagent beaucoup, hein, parfois, on a tendance, sous la pression du temps, à ne pas prendre les bonnes décisions. Et donc, ce qui est important dans le sommeil et la vigilance, c'est de prendre la bonne décision au bon moment. Et là, il y a des principes qui sont très clairs. Hugo Boss, un navigateur gallois, qui est en tête du Vendée Globe. On est en 2016, je crois. Ouais, c'est ça. Il est en tête. Alors, vous allez voir l'environnement. Hein. On a intérêt quand même à prendre les bonnes décisions. Et là, il va prendre une bonne décision, qui est très English humor, comme on dit. Hein. Il s'aperçoit qu'il y a un hélico qui est en train de le filmer. On est au large des Kerguelen. Et il va avoir une prise de décision. Alors, je vous l'explique. Donc, vous voyez, hein, l'environnement est dangereux, il y a des vagues partout, et ainsi de suite. Et là, il est au large des Kerguelen, il entend l'hélico, il va voir l'hélico, c'est la marine française. Kerguelen, c'est des îles françaises. Donc, ce qu'il va chercher ici, c'est le drapeau britannique.
pour dire je suis en tête du Vendée Globe. Et donc le type a de l'humour, mais en même temps c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il a trouvé dans la situation, il l'a analysé pour avoir une réponse adaptée. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en attendant, ça lui a fait plaisir. Nous, c'est un peu moins... Bon, bref. Le même gars, il est en tête de la route du Rhum, la dernière route du Rhum, et il passe par la route nord, qui est une route extrêmement difficile, mais le gars réussit. Mais il ne dort pas du tout, enfin vraiment, il se force à ne pas dormir, c'est difficile, son bateau est extrêmement performant. Il a 24 heures d'avance, qui, dans la voile, pour une route du Rhum, est énorme. Et il arrive au large de la Guadeloupe, il est tellement fatigué qu'il dit « Ah, je vais me reposer un peu ». Il s'est reposé de telle manière qu'il a pris la Guadeloupe de face. Hein, c'est-à-dire qu'il s'est endormi, et ça a duré des heures, et au lieu de faire le tour de la Guadeloupe, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, bah, il a pris la falaise de face. Il ne s'est pas fait mal, le bateau était abîmé, mais il a été pénalisé de 24 heures. On perd une course. Et il aurait pu se faire beaucoup. Dans un cas, il maîtrise, dans un autre cas, il va trop loin, et il prend la mauvaise décision d'aller dormir au moment où il ne faut pas. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je remets quand même cette diapo parce que ici, ce que le Covid nous a montré, c'est qu'au début, le confinement a été très apprécié, en majorité par les gens, parce qu'ils ont dormi plus. Ils n'allaient pas se déplacer sur leur travail. Le télétravail, c'était finalement un truc positif. Et c'était au mois de mars où il faisait beau. Au mois de novembre, ce n'était pas la même chose, le deuxième confinement. Décalage de phase. On a vu des pathologies arriver. Des gens qui se couchaient à 3-4 heures du matin, qui se levaient à 14 heures. Désocialisation. Netflix, par contre, ça a augmenté super. Parce que les gens étaient décalés. Gestion d'incertitude, j'ai peur. De peur de quoi? Je ne sais pas, mais j'ai peur. Bon, ben ça, on ne dort pas très bien avec ça. Et puis l'augmentation significative des rêves, avec les pertes des rituels. Donc ça a touché 70% des gens dans le monde occidental. Novembre 2021. 36% des actifs dorment moins de 6 heures par nuit, avant le Covid. Donc on est déjà sur une tendance lourde. On en discutait ce matin aussi avec des gens d'entreprise. La première chose que nous dit le patron, c'est « Ah, étonnant les gens qui me parlent de leurs problèmes de sommeil. » Il n'est pas médecin, il est CEO. Mais il n'empêche que les gens s'en plaignent parce que maintenant, on sait qu'il y a une vraie problématique. Donc c'est une porte d'entrée mentale qui est extrêmement importante, qui vient d'une désynchronisation de quelque chose. Voilà. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais simplement pour vous dire que ça ne s'arrange pas avec l'âge. Donc il vaut mieux bien maîtriser ces choses-là parce qu'à partir de 30-35 ans, pas à partir de 80, à partir de 30-35 ans, votre sommeil se fractionne. En plus, il y a des événements de vie qui vont perturber votre sommeil. Mesdames, les enfants qui arrivent, les enfants en bas âge, c'est une perturbation. Au niveau hormonal, ce n'est pas la même chose que les hommes. Donc la ménopause, on sait que c'est des problématiques qui vont jouer. Et donc concrètement, c'est plus que la quantité de sommeil qui est importante, c'est la qualité. Et la qualité, elle passe en première nuit, vous vous réparez, ce qu'on appelle le sommeil lent profond. Le sommeil lent profond, c'est du sommeil de qualité, c'est la Rolls-Royce. Et en plus, c'est un sommeil qui permet de consolider la mémoire des souvenirs et des connaissances. C'est d'autant plus important. Et puis en fin de nuit, vous voyez ce rouge là, c'est quelqu'un qui dort très bien. Eh bien ce rouge, c'est du sommeil paradoxal, le sommeil du rêve, où là c'est un autre type de mémoire, c'est la mémoire qu'on appelle procédurale. C'est les apprentissages, l'engrammage de tout ce que vous avez appris se fait en deuxième partie de nuit. En plus, on s'est aperçu récemment que ça remontait le niveau d'empathie, donc la capacité à comprendre l'autre, ce qui est important dans certains métiers, et puis ça permettait de solder l'anxiété qui vous est arrivée dans une journée pour affronter l'anxiété du lendemain. Et si vous ne le faites pas, ça se cumule. C'est là où on a quelques petits soucis. Donc, c'est un point important, et c'est d'autant plus doublé dans ce qu'on appelle la fonction de l'horloge biologique, et c'est là où la lumière va jouer d'une manière... Maintenant, 2017, le prix Nobel sur la lumière, c'est pas vieux, sur l'expression génétique ce qu'on appelle des chronotypes. Morning type, evening type, les gens du soir, les gens du matin, les gens intermédiaires. On a tous un fonctionnement génétiquement différent dont les gènes ont été identifiés en 2017. Le fonctionnement de la lumière, on le sait depuis les années 80, mais on ne savait pas par quel biais ça passait. Je ne détaille pas, mais regardez, ça joue sur le sommeil, ça joue sur la tension artérielle, ça joue sur le cœur, ça joue sur la prise de décision. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup avec l'armée. Prise de décision, et puis ça joue sur l'humeur, bien sûr. Donc si vous êtes de bonne humeur, autour de vous, ça ira plus facilement. Si vous êtes de mauvaise humeur, la journée ne commence pas bien, les gens qui sont autour de vous, ça va poser quelques petits soucis. Voilà. Donc, en fonction de qui vous êtes, eh bien, vous aurez la possibilité de bien ou de mieux gérer
la capacité à être vigilant au bon moment. Par quoi? Parce que dans la journée, vous n'êtes pas constant. Là, il est quelle heure là? Ouais, 7h30, 8h moins le quart. Peut-être que je vais avoir des gens qui vont commencer à dire c'est un peu long ce qu'ils me racontent. Hein. Mais en attendant, chacun d'entre vous, vous avez des moments où vous êtes actif, là, et des moments, et comme par hasard, c'est ce qu'on appelle des rythmes ultradiens. C'est des rythmes qui sont sur 1h30. Les stades de sommeil, c'est 1h30 la nuit, mais le jour, vous avez des moments où vous êtes présent ou pas. Il y a des moments où vous bâillez, il y a des moments où vous ne bâillez pas. Et ces notions-là, elles sont maintenant, on peut les identifier. Donc on a des appareils qui nous permettent de voir, globalement, quand on porte un appareil pendant 8 jours, un appareil connecté de recherche, que là, c'est la même personne, chef d'entreprise. Chef d'entreprise, ici, je dors plus ou moins bien, c'est sur 24 heures. Ici, je suis très performant en gros 6 heures du matin et 18 heures. Par contre, là, aux alentours de 18-19 heures, ça chute. C'est un problème parce que quand j'ai des rendez-vous à faire pour aller chercher de l'argent pour mon écurie de course et que je bâille, ça ne donne pas très envie aux personnes de venir avec moi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour passer ce cap-là? Et le même navigateur en course, enregistrement en course, surtout ne prend pas de décision à 4 heures du matin. Ne prend pas de décision ici à 8 heures. Ne prend pas de décision à 17 heures. Ne prend pas de décision à 23 heures. Après, il fait ce qu'il peut. Mais pour tous les navigateurs qu'on a eus, le dernier c'était Charlie Dalin, c'était de voir, à partir de situations de course, de privation de sommeil, quels sont les moments où je dois prendre des décisions, où j'ai plus de chances de probabilité de réussir, et les moments où il ne faut pas que je le fasse. Et ça, c'est une force compétitive. Alors, intuitivement, les gens le ressentent. Si on fait un agenda de sommeil et de vigilance, on peut voir que c'est toujours aux mêmes heures que je bâille. Mais en même temps, quand il y a un process derrière, ça permet d'anticiper les choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, d'un point de vue très concret, nous, on a fait ça avec Monaco. Une chance énorme d'avoir eu un staff qui a testé des choses et que maintenant, on sait bien qu'on a notamment eu un contrat avec la Marine nationale. Que faire quand les gens sont en 3-8 sur des bateaux furtifs? Vous voyez, maintenant les bateaux sont furtifs, les frégates, vous ne voyez pas la lumière du jour. Comment je fais? Ça, c'est la salle. Alors ça, c'est dans le foot. Mais ça, c'est la salle où je me chauffe le cerveau avant de rentrer sur le terrain. La lumière bleue est la lumière la plus énergétique, c'est la lumière de l'aube. Et puis après match, c'est le coucher de soleil. Et on retrouve des rythmes chronobiologiques par la technologie, parce qu'on l'a perdu, parce que les gens sont maintenant dans des horaires qui ne sont pas toujours très physiologiques. Et si vous ne faites rien, un joueur de foot, il joue de 21h à 23h, il ne s'endort pas en moyenne avant 4h du matin. Et si vous lui dites demain décrassage, décrassage ça veut dire quoi? Tu vas faire un footing. Il fait le footing, clac, oui, je me suis fait les ischios et pendant 3 mois je ne pourrais pas jouer. Vu le prix que ça coûte, comprenez le retour sur investissement qu'il faut adapter en fonction de ces environnements pour mieux récupérer. Alors les kinés, ils ont compris ça, ils ont dit tout de suite, on va harmoniser tout pour que l'environnement de travail soit adapté à ma physiologie et à mon fonctionnement cérébral. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Et puis le dernier point clé sur ce secteur-là, Hard. C'est dur. Monter dans le mât, c'est pas mon truc. Il y a des belles images même. Après il redescend. Ensuite il y a la montée dans le mât. Waouh! L'entrecuisse hyper douloureux. Manque de sang, 2 heures là-haut, hyper long, et voilà, la réparation est faite, je vais dormir, ciao. Je vais dormir, ciao. C'est-à-dire que notre boulot, c'est de lui faire un environnement et des techniques qui lui permettent de s'endormir le plus vite possible, parce qu'il en a besoin. À ce propos-là, quand vous avez quelqu'un, discuter avec lui, ça va, t'es en forme? Oui, ça va très bien. Non. C'est-à-dire les gens, quand ils ont les traits tirés, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont en dette de sommeil quelque part. Donc il faut aller dormir. Mais je ne peux pas aller dormir comme ça trop longtemps, parce que parfois on ne peut pas, on n'a pas la possibilité. Donc je vais vous proposer une technique de sieste
flash qui va durer 1 à 2 minutes, qu'on apprend, nous, à des patients, à des militaires, à des sportifs, à des gens comme vous, que moi j'adore faire, parce que plus on le fait, plus on apprécie de le faire. Mais je vous précise tout de suite, on ne va pas faire ça pendant 20 minutes ou 1h30. Hein. C'est simplement vous faire rentrer dans un stade de sommeil, voire de stade 1, c'est-à-dire que les ondes cérébrales vont être plus lentes, voire ce qu'on appelle les ondes alpha, c'est-à-dire au lieu d'avoir un électroencéphalogramme comme ça, quand on enregistre, on a des sinusoïdes très très lentes. C'est tellement simple à faire. Je vous le propose et je vais le faire avec vous. J'ai pas de siège, moi. Comment je vais le faire? Merci. Parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Merci. Voilà, super. Alors, je vais le faire avec vous. Voilà, on est assis. Normalement, j'ai 1 minute devant moi. Je suis entre 2 réunions, entre 2 visioconférences. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous propose ce qu'on appelle la respiration en carré. Pourquoi carré? Parce que d'un point de vue mnémotechnique, c'est facile. Après, il y a d'autres types de respiration, mais là, on va le faire très simple. Je vais souffler pendant 4 secondes, comme si je dessinais un carré. Premier côté du carré. Ensuite, je ne respire pas pendant 4. Ensuite, j'inspire avec le ventre pendant 4. Et je ne respire pas pendant 4. Je dessine un carré. Ça dure 16 secondes. À la fin de ce carré, ce que je vous propose, c'est de souffler tout doucement pendant 5 secondes et d'inspirer pendant 5. D'accord? Je souffle, j'inspire. On va faire ça pendant 1 minute. Après, je vous expliquerai pourquoi physiologiquement, c'est des choses qui peuvent vous emmener dans un état de conscience modifié rapidement, en fonction de la situation. On y va? Allez. Donc j'essaye d'être le plus relâché possible. J'ai les yeux fermés. Je souffle 4 secondes. Je dessine le premier côté du carré. Stop. Deuxième côté du carré, je ne respire pas. Troisième côté du carré, j'inspire. Stop. Je ne respire pas. Je relâche. Mes yeux sont toujours fermés. Et maintenant, tout doucement, je vais souffler 5 secondes. Je le fais avec vous. J'inspire 5, tout doucement. Je souffle. J'inspire. Et j'enchaîne. Lentement revenir à la surface, bouger mes pieds au contact du sol, plier mes doigts, serrer mes poings, lever mes bras au-dessus de ma tête en prenant une grande inspiration, j'ouvre les yeux et je souffle. Voilà. Ça va? Voilà. Ça va très très vite, hein. J'oublie que je suis avec vous, il faut quelques secondes pour ouvrir les yeux, j'ai déjà en face de moi. Ça peut faire bâiller. Hein. Ça modifie certains paramètres. C'est normal, on ouvre une porte d'entrée. Je la prends pas, mais c'est moi qui décide. Ce n'est pas les événements qui me l'imposent. Hein. C'est toujours la même problématique. Alors, un navigateur qui gagne le Figaro, pour ceux qui connaissent, c'est une course très difficile. Là, c'est le jour, là, c'est la nuit. En permanence, il fait des siestes qui sont du sommeil vigile, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans le sommeil profond. Il entend les bruits. Ce n'est pas pour ça que ça me gêne, parce que je peux les chanter. Mais s'il y a un bruit anormal, je peux me réveiller. Donc, c'est ce qu'on appelle le sommeil vigile. Voilà. Dans des situations opérationnelles. Oui? À l'affût des bruits des jeunes enfants, c'est le même genre de sommeil. Exactement. Exactement. Et en plus, il y a une inégalité homme-femme. C'est prouvé ça? Ouais. C'est-à-dire que La femme se réveille plus tôt parce qu'elle a l'habitude de la fréquence du nourrisson.
Voilà. C'est à ce niveau-là. Après, c'est un problème tactique, politique. C'est autre chose. Hein. Mais que je comprends fort bien. Mais bon. Et ça veut dire aussi qu'un navigateur, alors qu'il y a un environnement à 120 décibels, il va identifier les moments où il y a des bruits anormaux qui vont le réveiller. Parce que comment dormir dans un environnement, c'est dans une machine à laver. Donc le cerveau a cette capacité de filtrer les bruits anormaux par rapport aux bruits normaux. Ok. Si vous ne faites pas ça, ben, parfois vous êtes tellement fatigué, comme Thomson, vous rentrez en sommeil profond tout de suite. Et dans le sommeil profond, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Et là, ça peut potentiellement être dangereux. C'est ce qui arrive quand les gens se plantent sur les autoroutes. Hein. 30% des accidents mortels, les gens rentrent tout de suite dans un sommeil profond où ils perdent la notion de l'environnement, du bruit. Et c'est comme ça qu'ils jettent sur la barrière de sécurité et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous dire sur les siestes efficaces. Le Royal Nap, ça c'est en moyenne 1h30. Ça c'est quand vraiment vous êtes en dette de sommeil chronique, c'est important. Le Stellar Nap entre 10 et 40 minutes, c'est très individuel. Il y a des navigateurs, c'est 12, d'autres c'est 25. Moi quand je fais un truc, c'est entre 16 et 17 minutes. Voilà. Et puis la Flash Nap, celle qu'on vient de faire, dont on sait très récemment que le fait d'être en stade 1 de sommeil augmente la créativité et trouver des solutions alternatives à des suites mathématiques. Ça a été fait en décembre, il y a peu de temps, et bon, ça veut dire que même ces pauses très très courtes ont un rôle efficace. Je ne sais pas quelle personne qui se mettait une cuillère dans la main. Oui, avec Salvador Dali. Ouais, je pense, et qui mettait quelque chose en porcelaine dessous, et lorsqu'il s'endormait, la cuillère tapait dedans, et c'est là où ça le réveillait, exactement, et c'est exactement ça. Ben, un génie créatif va trouver des solutions artistiques. Einstein aussi, on parlait de ces choses-là. Et c'est une réalité. Pourquoi on n'a pas encore bien compris? En attendant, c'est des choses qu'on a en nous qui sont tellement faciles à faire. Voilà. Donc la respiration, les tensions musculaires, le travail sur les postures, on ne rentrera pas dans le détail, mais ça c'est des choses qu'on propose aux gens, pour savoir par quel canal sensoriel ils sont le plus sensibles. On ne peut pas proposer la même chose aux mêmes gens. Par contre, de proposer une boîte à outils, c'est ça qui permet aux gens de s'approprier en disant ça me parle, et c'est ça qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Avoir une data suffisante sur une personne, si on prend l'exemple du sommeil, Ouais. combien de nuits par exemple il faut Ouais. voir la personne qui ne peut pas les mêmes nuits justement, Ouais. pour avoir une moyenne cohérente et une data cohérente. Généralement, c'est 8 jours. Parce que dans les 8 jours, on prend les jours de week-end. On ne dort pas de la même manière de la nuit de vendredi à samedi, de la nuit de dimanche à lundi. Parce qu'on change de rythme. D'ailleurs, ça s'appelle le décalage social, qui est une vraie problématique. Hein. Mais bon, mais pour répondre à votre question, une nuit nous donne le ressenti des gens sur une nuit enregistrée, on l'interprète en fonction de ça. Sinon, après, soit par un agenda de sommeil, soit par des outils informatiques, on peut avoir une très très bonne approximation de ça. Voilà, donc c'est le côté positif du sommeil. Hein. C'est aussi ce qu'avaient traduit les gamins de Monaco, enfin les joueurs même, c'était finalement qu'est-ce qui est bon pour moi quand je dors. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'est tout ce qui va gérer l'énergie émotionnelle. C'est ritualiser en ralentissant le temps, c'est ce qu'on appelle les états de conscience modifiés. Parce qu'il y a des moments dans la vie où ce n'est pas toujours simple. Exemple de ce navigateur qui va avoir quelques petits soucis. Voilà comment on perd une course, voilà comment on finit une course. Un morceau de chariot, de rail de m'a pété. Regarde ça, regarde ça. Comment tu veux que je répare ça? Moi, j'ai rien pour réparer. Je peux naviguer qu'à 2 riz jusqu'à l'arrivée. Bordel de chier. Ça c'était la route première riz. Voilà. C'est terminé. Merde! Voilà, ça c'est un beau pétage de plomb d'un navigateur qui était en tête du Vendée Globe
et il casse son chariot de grand voile. Donc le bateau est en sécurité, simplement il ne peut plus monter la voile en haut, donc il va perdre de la puissance. Et quand ça vous arrive, et ça nous arrive à tous, des trucs de frustration importants où vous réagissez avec ce qu'on appelle l'amygdale, nous, hein. C'est derrière le cerveau primitif. C'est la colère, c'est la joie, c'est la tristesse, c'est le dégoût, c'est la peur. Et c'est normal, c'est fonctionnement humain. Sauf que si ça vous arrive en tant que chef d'entreprise dans une réunion, ça va être un petit problème pour les gens à qui ça s'adresse ou pas, hein. Des fois, c'est un peu disproportionné. Donc c'est bien, parfois, quand on a des pensées comme ça, un peu négatives, d'abord de les exprimer à qui? Et comment ils font, eux? Ils l'expriment à la caméra. Ils se filment. Alors les gens m'ont dit, ouais, c'est pour les sponsors. Je dis, le sponsor n'est pas très content de son navigateur de l'exprimer comme ça, mais il va laisser partir, il va lâcher. Hein. Et ça, c'est un point extrêmement important dans l'énergie émotionnelle, de verbaliser les choses dans une situation où vous ne serez ni jugé ni évalué. Ça, c'est du management aussi. Hein. Ni jugé ni évalué. Et puis derrière, c'est de prendre du recul par des techniques qui vous permettent de laisser passer les pensées. C'est le mindfulness, c'est la pleine conscience, c'est ce qu'on apprend aux gens qui vont en situation opérationnelle, non seulement quand ils y vont, mais quand ils reviennent, parce qu'ils ont vécu des trucs qui sont parfois pas très sympas. Voilà. Et donc ces techniques-là, c'est basé essentiellement sur la respiration. Et ça, c'est un petit côté philosophico-littéraire. C'est Eric Orsena, qui adore les navigateurs, qui dit on devrait se conduire sur Terre comme si on était sur mer. Parce que sur mer, ça bouge tout le temps. Les vagues sont différentes, le vent est différent, et c'est jamais stable. Et pourtant, vous avancez. Simplement, peut-être pas en ligne droite, il faut tirer des bords. Il faut continuer à avancer, mais d'une certaine manière. L'homme peut-il accepter ses limites? C'est une vraie réflexion que l'on a, et sur lequel ces techniques-là ne sont pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas du luxe. Hein. Ça devient dans le bagage qu'on devrait avoir, des techniques qui sont nécessaires pour affronter les éléments. Parce qu'on ne connaît pas la vitesse du vent, la vitesse de l'ouragan, ou le beau temps, quand est-ce qu'il va arriver. Voilà. Donc c'est cet antidote pour résister à l'accélération, la dispersion, la manipulation de l'information. Pour ceux qui connaissent bien, il y a un monsieur qui fait d'excellents bouquins, le docteur Christophe André, qui est un psychiatre. Et c'est vraiment excellent parce que c'est des choses faciles à mettre en place si on les fait, si on les pratique. Voilà. Ça a été prouvé récemment. Alors on a mis des moines tibétains dans des IRM pour voir mais comment ils faisaient. Mais eux, ils font 80 000 heures de méditation depuis des années. Donc c'est sûr qu'il se passe des choses. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a une réduction de l'activation de l'amygdale, c'est le cerveau primitif, par ces techniques-là, vous filtrez, ça évite d'arriver au cortex où vous agissez. Donc il vaut mieux respirer d'une certaine manière, pratiquer certaines notions qui vous permettent justement de ne pas avoir des conduites inadaptées par rapport à une situation. Voilà. Et puis c'est toutes ces notions de rituel aussi qui sont importantes. Je vais vous proposer quand même une technique de laisser passer les pensées. Ça, c'est un petit clin d'œil. Moi, je suis d'origine bretonne, enfin à moitié. Je sais que certains, oui. Vous avez des Bretons parmi vous? Bon, il faut que je fasse gaffe à ce que je vais dire. Oui, il y a Ouessant. Ce monsieur, il est particulièrement connu, enfin pour nous, hein, c'est un gars qui s'appelle Gérard Daboville, hein, qui a travaillé dans l'humanitaire, mais qui a eu l'idée saugrenue, a priori, de traverser le Pacifique Nord à la rame. Et donc là, c'est le médecin de la voile, Jean-Yves Chauve, hein, moi je suis là-dedans, là, on regarde, il a maigri de 17 kilos quand même, hein, pour faire ce truc-là. C'est pas un gars sportif, 46 ans. Il a dit pourquoi? Parce que ça a du sens. Si je fais ça, je vais montrer à tous les gens qui ont des problèmes de santé, des cancers, etc., qu'en avançant pas à pas, on arrive quand même à faire certaines choses. Donc c'est fabuleux. Et nous, on avait fait sa trousse médicale et on lui dit, mais c'est marrant, tu as eu des problèmes de peau, Gérard? Il dit, non, les problèmes de peau, non. Bah, il dit, tu n'as plus d'alcool à 70. Ah, mais non, c'est pas du tout ça. Il me dit, il n'y a pas d'internet à l'époque, hein. Je suis tout seul sur l'eau, moi. Personne ne sait où je suis. C'est un truc à devenir fou, hein, à ramer n'importe où. Et donc, il dit, moi, j'avais un rituel. Et ce rituel, il fait absolument que ce soit du temps pour moi. Et donc, à 13h, je prenais mon café. On disait, mais ok, mais quel rapport avec l'alcool? Ben, il dit, j'avais pas de calva. Et donc, son café, il l'accompagnait d'une petite goutte d'alcool qu'il a géré pendant 4 mois, parce que ça a duré 4 mois, son histoire. Et il me dit, ben, des petits trucs comme ça, c'est ça qui me permettait d'avancer, d'avoir le courage de repartir.
et d'aller là-dedans. C'est ces rituels-là qui sont importants. Donc, pour finir, toutes ces petites choses, ces petits gestes qui décoincent, on a fait quelques-uns, les petites respirations, les petites phrases qu'il écrit, l'humour, l'autodérision d'Hélène MacArthur qui dit, quand elle doit décrocher sa latte de grand voile qui vient de casser, qu'elle doit monter à 15 mètres, qu'elle est comme ça, elle dit, il faut que je le fasse, sinon le mât il va tomber. Elle dit, à la caméra, elle dit, si vous pensez que je suis folle de faire ça, vous avez totalement raison. Hein, c'est le côté autodérision qui permet de faire des choses, l'humour désamorce certaines choses. Ces petits plaisirs qui récompensent au jour le jour, ces petites mémoires qui libèrent, c'est-à-dire des choses qui font que vous avez le plaisir d'être là, de vous en souvenir et d'appliquer certaines choses qui, encore une fois, sont des choses répétitives. Alors, on a ça dans l'art. Moi, j'adore aller à l'orangerie, voir, vous savez, les nymphéas de Monet. Hein, il y a toute une histoire derrière avec Clémenceau, qui est le copain de Monet. Et il y a une lumière zénitale. Et quand les gens vont là, quel que soit leur âge, leur nationalité, il y a du silence. Les gens partagent des choses qui sont vraiment, à mon avis, très humaines. Hein. Et quelque part, sur la notion de qualité de vie en tant que manager, on a besoin de sens. Ce que vous allez donner comme sensorialité, ce que vous voulez, mais surtout cette notion d'équilibre. Le mot équilibre, il est clé. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Estanguet. Tony Estanguet, qui était champion olympique et chargé des Jeux olympiques, il a beaucoup de pression. Mais il dit ce qui est important dans le mot équilibre, c'est pas équi, c'est libre. C'est la capacité à avoir du temps pour soi et du temps qui soit réellement constructif. Mais quand on vous parle d'équilibre, ça a une conséquence. Vous pouvez tous vous lever, s'il vous plaît? Un petit état de conscience modifié que je vous propose. Je vais vous mettre au garde à vous, s'il vous plaît. Ça, c'est pas mon côté capitaine de réserve qui ressort, mais garde à vous, pourquoi? Parce que je vous fais changer de posture. Vous êtes étroit en bas, plus large en haut. Pour l'instant, rien ne se passe de problématique, puisque c'est les yeux qui commandent votre équilibre physique. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de fermer les yeux. Et quand je ferme les yeux, la sensation n'est pas la même. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça bouge, on est d'accord. On rouvre les yeux, hop, cette sensation, elle disparaît. Maintenant, qu'est-ce qui me maintient debout? C'est un test neurologique. Alors, ceux qui tombent, ils viennent me voir après, là, je les emmène ailleurs. Mais en attendant, quand je ferme les yeux, il y a des capteurs qui me permettent de maintenir debout. Ils sont où, ces capteurs? Alors, il y a l'oreille interne, tout à fait, c'est le centre de contrôle, mais il y a des trucs qui se passent en bas. Alors, on va essayer de voir où est-ce qu'ils sont. On y va? Allez, je ferme les yeux. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui se contracte? Les pieds, les doigts de pied déjà, tout à fait. Les orteils. C'est souvent le petit orteil, le gros orteil. Énormément de ces capteurs sont dans les ligaments des chevilles. Et si je remonte, c'est les mollets. Les genoux. Quelqu'un qui vous dit « je suis sur les genoux », c'est pas bon, hein, ça veut dire qu'il va bientôt tomber, lui. Hein. Ce qu'on appelle les ischio-jambiers, c'est les muscles de posture. On remonte un peu. Les fessiers. Les fessiers, ils sont tendus. Quand la situation nécessite de la vigilance, je serre les fesses. Voilà. Eh oui. Et puis après, le centre de gravité du corps, il est autour de la troisième lombaire, et donc vous avez tout ce qu'on appelle le caisson abdominal. Les abdominaux, les carrés des lombes, c'est-à-dire les muscles derrière, les muscles lombaires, qui maintiennent cette position. Puis vous allez vous apercevoir que les épaules, c'est là où il y a le ballon le plus important. Et toutes ces informations, elles montent jusqu'à l'oreille interne, qui va, au millième de seconde, maintenir l'équilibre. Mémorisez cette sensation qui bouge en permanence. On rouvre les yeux, on va changer de posture. On appelle ça repos, mais ce n'est pas repos, c'est vigilance. J'écarte les jambes légèrement, je plie légèrement les genoux, très légèrement, je ferme les yeux. Est-ce que ça bouge? Vous êtes sûr? Ça bouge pas pareil. C'est pas pareil, ça bouge comment? Bien senti, d'avant en arrière. Vous avez vu que vous ressentez très très vite ces choses-là. On rouvre les yeux. En 1 minute, j'espère que vous avez oublié toutes les informations sur votre portable que vous allez regarder à la fin de l'intervention, sur vos mails, vos SMS, vos WhatsApp et ainsi de suite. C'est par des techniques comme ça que vous pouvez laisser partir les pensées et calmer un petit peu toutes les informations, toutes les émotions qui vous arrivent. Voilà. Et donc, là-dessus, je finis. Je vous ai parlé que de récupération. Je n'ai pas fait exprès
J'avais appelé ça en attendant la prochaine vague. La 8e arrive, hein. C'est normal. Énergie physique, les 4 piliers. Premier pilier, l'activité physique qui a du sens. Associer plaisir et santé par la nutrition. Jamais oublier le métabolisme, hein, qui permet à votre cerveau de fonctionner, et aux vos muscles évidemment pour les sportifs. L'énergie mentale, préserver ses rythmes veille-sommeil. La capacité de rêver, la capacité de construire et de prendre des décisions parce que vous avez bien mémorisé les choses et vous avez bien géré votre dette de sommeil. Enfin, le troisième point, le côté émotionnel, savoir ritualiser, prendre du recul, hein, puis partager, entretenir des relations. Mais c'est ce que vous faites depuis 28 ans, hein, j'ai appris. Hein, vous partagez des savoir-faire. Voilà. Et puis enfin, le dernier point, un petit clin d'œil quand même à ce qui se passe dans le côté britannique. Hein. We must practice what we preach. Tout ce qu'on vous dit, la pratique est plus importante que la technique. Mais aussi, vous, en tant que chef d'entreprise, il y a une notion d'exemplarité potentielle, c'est-à-dire que ce que vous faites, les gens vous regardent. Et si vous le faites, pourquoi ne pas justement le faire tous ensemble, hein, et aider les gens à aller vers des notions. Alors c'est un très bon exemple, Winston Churchill. Hein. Gros cigare, alcool, je dors pas bien, je suis un peu caractériel, mais ce qu'il a comme qualité, c'est dire des phrases qui sont fortes. Et la phrase que j'ai retenue de lui, attitude is a little thing that makes a big difference. C'est par des petites choses qu'on a des grands changements. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bon. Des questions? Alors vous pourrez revoir toute l'intervention sur notre site, puisque tout est filmé. Merci beaucoup. Merci de ce partage de connaissances, d'expériences formidables. Des questions? C'est parti. Je vais vous annoncer peut-être vite après. Voilà, moi je voudrais vous poser une question. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est complètement contraire de ce qu'on dit jusqu'à maintenant. C'est que manger du sucre, c'est excitant le soir et il ne faut pas manger parce qu'après on ne peut pas dormir. Vous dites que manger du sucre... C'est l'inverse. Oui, alors les médecins disent ça. Ah, c'est les médecins, il faut se méfier des médecins. Autrement, ils ne dorment pas. Même à nous, moi j'adore manger du chocolat à 11h le soir. On me dit jamais de la vie, je l'arrête. Je continue, je m'en fiche parce que quelqu'un... Vous dormez bien? Très bien. Il ne faut pas changer. Voilà, vous avez raison. Alors, voilà, c'est vraiment... Pourquoi il y a des médecins confirmés qui disent pas de sucre à partir de 8h le soir. Autrement, vous ne pouvez pas dormir. Vous, ça n'a pas marché, visiblement. C'est plutôt l'inverse. Donc, c'est-à-dire que je crois que dans la médecine, il faut être très humble. Et que parfois, les certitudes d'hier ne sont pas toujours les vérités de demain. Et qu'on remet en cause beaucoup de choses. Je veux dire, le côté cerveau, 30%, c'est des mythes. Dans la nutrition, il y a beaucoup de mythes. On en discutait tout à l'heure. En Allemagne, on pense peut-être un peu autrement que parfois dans des chapelles où on pense que c'est comme ça. Moi, j'ai entendu dire faut manger des sucres lents, très bien. Manger de la pomme de terre. Ça, c'est des notions biochimiques des années 60. Et moi, c'était mon sujet de thèse. Le problème de la pomme de terre, c'est que c'est un sucre rapide. Parce que l'index glycémique est très élevé. Hein, les sucres les plus lents, c'est les lentilles, parce que ça met du temps à se casser au niveau de l'estomac. Et voilà, on remet en cause l'index glycémique parce qu'il y a plein de diabétiques qui ont mangé pas mal de pommes de terre. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit parce que c'est encore une fois, notamment dans la nutrition, il y a beaucoup de choses. Donc continuez ce que vous faites, ça va bien. Oui? Quand vous parlez de protéines, ça peut être aussi des protéines végétales? Oui. Des sources de protéines d'une manière générale. Hein. Oui, je crois qu'il y avait une question. Oui, moi j'avais une question. Je suis toujours très surprise qu'on apprenne tout ça quand on vient à des conférences. Pourquoi ça ne commence pas à l'école? Ah totalement. Je trouve dommage C'est qu'on n'enseigne pas totalement. une façon d'être plutôt que de bourrer des crânes en permanence. Totalement, ça vous avez totalement raison. Hein. D'ailleurs, c'est une des réflexions qu'on a avec Wellness Retreat. National, je trouve ça tellement important. Et c'est pas rentré dans les programmes scolaires nulle part. Hein. Mais c'est dans certains pays où... Oui. Mais c'est une réflexion qu'on a justement avec Wellness Retreat. Pour ce matin, on a été aller voir des gens qui s'occupent des gamins pour leur dire, mais c'est des notions qui sont des notions réflexes. Et d'autant plus importantes que épidémiologiquement, on voit que les gamins, notamment, ont 30% de conditions physiques en moins, ont un poids supérieur, ont plus de troubles du sommeil. Parce que justement, avec ce qui est arrivé, on n'avait pas les éléments qui permettaient de compenser. Mais vous avez totalement raison, c'est de l'éducation.
et des réflexes ensuite. Une fois que ça devient automatique, vous pouvez voyager, hein, ça va. Oui, je m'appelle Dorothée, je fais partie de l'équipe ONS. Tu parlais tout à l'heure du sommeil des rêves qui avait augmenté. Du sommeil des... Le sommeil des rêves. Oui. Qui avait augmenté avec le Covid. Oui. En quoi c'est un problème et c'est quoi le sommeil des rêves? D'accord. Alors, le sommeil des rêves, c'est théoriquement 20%, entre 15 et 20% d'une nuit normale. À quoi il arrive souvent en deuxième partie de nuit. Et d'ailleurs, quand les gens se réveillent, c'est souvent dans un rêve. Mais les bons dormeurs, ils se réveillent dans le rêve, ça dure moins d'une minute, ils ferment les yeux, ils repartent, ils ne s'en sont même pas rendus compte. La problématique, c'est quand vous vous réveillez dans le rêve, vous ne savez plus si c'est dans l'état de conscience ou pas, et le cerveau se met à fonctionner très vite, et on est parti vers potentiellement ce qu'on appelle une insomnie de maintien du sommeil. À quoi sert le rêve? Dans le sommeil paradoxal, hein, parce que à 90% des rêves se font là, ils servent finalement à élaborer des scénarios pour affronter la journée du lendemain et solder la journée d'hier. C'est du resetting d'anxiété. Et on s'est aperçu, et ça peut-être il n'y a pas beaucoup de médecins qui le savent, c'est quand on fait des enregistrements électroencéphalographiques, les gens dépressifs ont tellement de choses à régler pour X raisons, hein, qui se mettent à rêver énormément, trop, que le rêve les réveille, et surtout, ils se réveillent fatigués le matin. Le sommeil paradoxal, quand ils rêvent trop tôt, et à 30% du temps du sommeil au lieu de 15 ou 20%, c'est un signe pour nous de dire qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie, d'aller plus loin dans l'interrogatoire. Donc c'est un sommeil qui est de qualité, mais il ne faut pas en avoir trop, et si on n'en a pas assez, eh bien c'est un problème de mémoire, d'apprentissage, on n'est pas performant pour l'apprentissage, ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est clé, mais il y a encore pas mal de mystères, hein, dans le sommeil. Les rêves lucides, il y a plein de choses comme ça qu'on est en train de découvrir. Et qui fait que, heureusement, on a encore beaucoup de choses. D'abord, il faut être humble, ça c'est un point important, et puis se dire, ok, alors, comment mesurer ça, comment contrôler ces choses-là? Mais c'est clé. Sommeil en profond, 20-25%, sommeil paradoxal, 15-20%, temps de sommeil entre 6h et 9h, a priori, là, vous êtes bien parti pour bien récupérer. On parle parfois de cure de sommeil. Ouais. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Ça ne sert pas à grand-chose. Les cures de sommeil, c'est des gens qui sont souvent des problèmes psychiatriques qui, pour des raisons médicales, ont vraiment besoin de dormir. Et là, ça se fait en milieu hospitalier. Et donc, la cure de sommeil, c'est, quand je parle hospitalier, hein. Après, ce que les gens appellent cure de sommeil, c'est comment récupérer et arriver à dormir en faisant des siestes, etc. C'est ce qu'on a devant les vacances, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une horloge biologique, c'est 3 semaines. La cure de sommeil, c'est généralement la première semaine où les gens ils sont tellement fatigués qu'ils vont dormir beaucoup. La deuxième semaine, ils vont avoir le rythme de vacances. La troisième semaine, ils vont anticiper le fait qu'ils vont repartir bosser, hein. Mais l'horloge biologique, c'est 3 semaines. Mais la cure de sommeil en tant que telle n'est pas une solution pour régler les troubles du sommeil. Sauf pour des notions psychiatriques, où là, on est dans un domaine qui est vraiment purement médical. Merci beaucoup. On va continuer la discussion pour certaines et certains au repas après. Je vous demande Merci.